Eh bien, merci beaucoup d'être ici présent. Nous allons commencer ce débat sur les nouveaux modèles économiques qui favorisent le développement de projets culturels. Merci à nos invités d'être présents, Paul Dujardin, Steven Hearn et Stéphane Kutniak, qui sont venus nous présenter des projets extrêmement différents, mais tous très forts et qui marquent une ère nouvelle et novatrice en termes d'économie et de gestion de la culture. Paul Dujardin est donc directeur artistique et administrateur de Beaux-Arts à Bruxelles. Il est historien de l'art, diplômé en management et après une très longue expérience, notamment à la Philharmonie de Bruxelles et au Festival de musique contemporaine Art Musica, il est devenu administrateur délégué donc, des Beaux-Arts en 2002. Et il a totalement accompagné la refonte du projet qui est transformé en société anonyme de droit privé à vocation sociale et qui a fondé la marque Beaux-Arts en 2011, je crois, ou 2010. Marque qui signe l'ensemble de ces événements culturels qui sont extrêmement nombreux, extrêmement riches et qui sont déclinés par secteur d'activité, Beaux-Arts Expo, Beaux-Arts Musique, etc. Donc c'est un modèle économique un peu particulier dont il nous parlera dans le détail. Stéphane Kutniak est donc pour sa part directeur général adjoint du service culturel du département du Conseil général, merci beaucoup, des Hauts-de-Seine. Et il est notamment chargé de l'énorme projet du PPP de la Cité de la Musique, qui est un PPP très particulier, en tout cas dans la culture, puisque c'est le premier contrat de partenariat public-privé qui comprend à la fois la construction de l'établissement, qui est un énorme chantier, mais aussi son exploitation sur les 30 prochaines années. Donc c'est un cas de figure extrêmement intéressant. Et les PPP sont aussi des contrats particulièrement intéressants et qui portent particulièrement aussi et lourdement parfois dans la presse sujet à controverse puisqu'ils sont parfois très contestés pour les coûts qu'ils engendrent. Tout ce débat qu'il est intéressant de porter publiquement et de connaître de façon plus précise. Steven Hearn, pour sa part, est encore incarne un modèle économique totalement différent puisque il est, après une formation déjà en économie, en philosophie, en histoire de l'art, donc un panel assez varié, et une longue expérience dans les stratégies culturelles et sociales. Il a d'abord créé l'agence Troisième Pôle de conseil en stratégie culturelle, en ingénierie culturelle, il y a une bonne dizaine d'années. Ensuite, il a décliné ce concept sur les 4e et 5e pôles. Et puis, il a assumé la délégation de gestion de la Gaîté Lyrique plus récemment. Et enfin, dans la foulée, il a créé l'incubateur d'entreprises culturelles Creatis depuis 2011. Tout cela, par ailleurs, en gérant des revues culturelles comme Mouvement, une maison d'édition et une société de production et de distribution de films. Bon, je vais m'arrêter parce que la liste est très très longue. Et Steven Hearn nous parlera également du projet des propositions qu'il a remises au ministère de la Culture au mois de juin. Propositions justement pour favoriser le développement d'entreprises culturelles sur des modes de gestion qui soient économiquement viables. Voilà, donc le tour de table est fait, chacun est présenté. Stéphane Kutniak, nous allons peut-être commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement, d'une part, juste le principe d'un contrat de partenariat public-privé et ses grands enjeux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et puis rentrer assez rapidement, parce que le temps nous est compté, dans la spécificité donc, du projet de la Cité de la Musique de l'île Seguin. Alors, si vous me le permettez, d'abord merci de m'avoir invité. Si vous me le permettez, je vais le faire dans l'autre sens parce que l'outil ne saurait précéder l'idée. Et si le département des Hauts-de-Seine a contractualisé donc avec aujourd'hui au terme d'une procédure assez longue, je vais peut-être vous en parler avec donc un groupement avec une société ad hoc qui a été créée qui s'appelle Tempo, dont les actionnaires sont Bouygues, Sodexo, TF1 et Ophi Infravia. C'est parce qu'il y avait un besoin d'abord de services publics
sur l'île Seguin, qui a fait jour il y a maintenant quelques années. Donc le principe était d'abord sur la base d'une analyse d'une absence, plus exactement d'une forte présence de personnes qui fréquentaient les lieux culturels et notamment les lieux culturels musicaux dans les Hauts-de-Seine, mais que ce département, donc couronne parisienne, petite couronne parisienne, 1 600 000 habitants, 36 communes, avec une identité assez récente puisque nous n'avons que 50 ans, c'est une création administrative très récente, n'avait pas d'équipement culturel dédié d'abord à la musique classique et ensuite dédié aux musiques actuelles. Du coup, d'abord, nous avons commencé par bâtir un programme. Donc ce programme, je vais vous le décrire ensuite, et c'est simplement au terme d'une réflexion que l'idée d'un contrat de partenariat est venue. Donc c'est dans ce sens-là, évidemment, que les choses se font. Alors peut-être dire le programme, sur l'île Seguin, fin 2016, il y aura une grande salle de musique actuelle entre 5000 et 6000 places qui ouvrira, avec un auditorium à côté dédié aux musiques non amplifiées, 1100 places, un écrin dont le principe est de pouvoir diffuser les grandes formations symphoniques, mais pas seulement européennes et mondiales. Également donc des espaces de commerce, de restauration pour 5000 m², ce qui est donc assez grand. Des espaces dédiés aux ensembles musicaux en résidence, l'Orchestre Insula Orchestra de Laurence Equilbé et la Maîtrise des Hauts-de-Seine, qui est la maîtrise de l'Opéra de Paris. Et puis également des ensembles des studios de répétition, des studios d'enregistrement. Tout ça, ça fait 36 000 m² à peu près. Alors, c'est un projet qui est inséré sur une île avec un pouvoir symbolique assez fort, puisque cette île a été, d'abord porte le nom d'un tanneur du XVIIe siècle, et ensuite a alterné d'années de siècle en siècle entre soit des zones de villégiature aux portes de Paris, soit des zones très industrielles. La plus récente, évidemment, vous la connaissez, ce sont les usines Renault qui ont fermé donc, il y a 20 ans, donc ont été détruites massivement. Les Hauts-de-Seine et d'ailleurs les ports de Paris souvent ont une difficulté avec le patrimoine industriel. Et du coup, on est sur un site assez contraint, on est sur un programme que je vous ai décrit qui est assez riche, qui demande une technicité. C'est le département des Hauts-de-Seine, donc une collectivité locale, dont je rappelle, c'est une grosse collectivité locale, avec là aussi un symbole assez fort, mais dont le principe est d'abord de gérer une politique sociale, puisque c'est notre cœur de métier. Notre deuxième cœur de métier sont les collèges et notre troisième cœur de métier sont les routes. Donc inutile de dire que ce n'est pas ce que nous faisons là sur l'île Seguin. Donc du coup, il y avait probablement aussi une question d'ingénierie en interne. Et au fur et à mesure de notre discussion avec notre assistance, ça s'appelle une APP, une assistance à personne publique, l'idée d'un contrat de partenariat est venue. En général, les contrats de partenariat, la loi 2004 est très claire. En fait, on a la possibilité d'en souscrire dans 2 cas. Le premier, c'est lorsque la collectivité n'a pas les fonds pour pouvoir remplir une mission de service public. Donc, c'est ou la puissance publique, d'ailleurs, ça peut être l'État. Donc, ça a été beaucoup utilisé pour des collèges. La Seine-Saint-Denis vient de signer un contrat de partenariat pour 10 collèges encore, parce qu'elle n'a pas suffisamment de fonds pour pouvoir investir. C'est le cas pour des hôpitaux, des prisons, beaucoup, etc. Et la deuxième cas que prévoit la loi, c'est lorsque la technicité du projet est telle qu'il faudrait recruter énormément en interne en fait, pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Et c'est bien sur ce point que nous nous sommes appuyés. Alors, dans un premier temps, on a réfléchi à un contrat de partenariat assez classique. Donc en général, un contrat de partenariat, c'est en gros on partage le risque, on investit ensemble en fonction des possibilités des uns et des autres. Et puis ensuite, on donne l'exploitation, la maintenance du site pendant hors marché public au groupement en fait, qui a remporté le marché. Et en général, donc ça s'arrête pour la partie d'exploitation, pour le cœur du métier, au moment de l'ouverture. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est de pouvoir intégrer également l'exploitation artistique, c'est-à-dire véritablement ce qui va s'y passer dans ce contrat de partenariat. Donc c'est en ça qu'il est inédit. J'espère qu'on fera des suivants. Pour le moment, pas encore. Est-ce que vous pouvez donner un peu des ordres d'idées budgétaires, peut-être ? Bien sûr. Peut-être des chiffres, c'est que c'est important. Donc, on s'est lancé dans ce projet en 2010. La Cité musicale donc, sortira en 2016. Le temps est relativement court, hein, c'est important de le dire. Le contrat de partenariat souvent est plus rapide.
Le temps de construction est ramassé beaucoup, puisque en fait, à partir du moment de la signature, c'est le partenaire privé en fait, qui prend le risque financier. Ce qui veut dire que du coup, il a évidemment intérêt à ce que ça sorte rapidement. C'est 36 000 m² et sur un compte construction qui sera aux alentours de 170 millions d'euros, sur un temps d'exploitation de 30 ans, avec 3 ans de construction, ce qui veut dire soit 27 ans réels d'exploitation. Et alors l'autre particularité par rapport au marché public habituel, c'est que ce contrat de partenariat en fait bénéficie d'un mode dérogatoire en fait de souscription, ce qui fait que la procédure dite de dialogue compétitif, c'est-à-dire une fois que sur l'énoncé d'un programme, des groupements se sont portés intéressés, la collectivité publique ou l'État voit dans une procédure extrêmement réglementée, voit et rencontre sur les différents sujets du contrat de partenariat les futurs exploitants, les futurs titulaires, et du coup adapte, modifie le projet et définit ensuite ensemble avec eux en gros la grille d'analyse qui fera qu'à la fin un projet sera retenu. À la différence des équipements culturels ou même des équipements tout court qui sortent, un contrat de partenariat du coup choisit le lauréat et celui le mieux disant dans les grands items qui sont sortis, mais pas simplement l'architecture, ce qui est souvent le cas, notamment évidemment dans les musées ou dans les salles de musique classique à l'est de Paris. C'est forcément du coup, là on a regardé, évidemment ce qui coûtait le moins cher, évidemment le projet architectural le plus intéressant, évidemment le projet d'exploitation, le projet artistique le plus intéressant, le projet de maintenance également, j'en ai pas parlé, et ça c'est évidemment un élément important, c'est ce qui permet de générer de l'argent pour le groupement souvent, et du coup 3 candidats s'étaient portés, c'était signalé, un premier candidat porté par Vinci, avec plusieurs architectes et avec Steven Hearn pour l'exploitation artistique. Ils n'ont pas gagné. Ce qui ne veut pas dire que c'était le projet. Ce serait bien que vous nous en disiez un mot d'ailleurs, qu'on sache un petit peu quelles étaient les grandes lignes. Ce qui n'est pas couvert par le secret des affaires, ouais. Le deuxième groupement, c'était un groupement tourné avec Bouygues, c'est le groupement lauréat, et c'est l'architecte Shigeru Ban, ce sont les architectes, Shigeru Ban et Jean de Gatine qui ont réalisé Pompidou-Metz notamment, qui donc réalisent la cité musicale. Et puis le troisième, c'était un groupement autour de l'entreprise de BTP-GCC et qui était lié à plusieurs personnes et à quelques personnalités, dont Ariel Buteau de France Musique. Voilà peut-être les quelques maintenant je peux entrer en détail, mais je parlais du projet Steven, mais assez difficile en particulier, parce qu'il sera en creux par rapport à celui qui est en train d'être dessiné. Et puis moi je peux. C'est passé. Oui, voilà, c'est passé. Après, par contre, c'est vrai que c'était un exercice pour nous relativement stimulant, puisque comme dans tous ces contrats, et c'est le cas aussi pour le projet de la Gaîté Lyrique, il y a une discussion qui est très souvent administrative, juridique, financière. Donc c'est la partie nécessaire. Et donc, je pense qu'on n'a pas été, sans doute, sur cet aspect-là, les mieux-disants. Après, il y a 2 choses qui sont très agréables à discuter. Et c'est vrai que, aussi, c'était grâce aussi à Stéphane, en fait. Parce qu'il y avait une équipe qui avait du répondant en face, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines collectivités territoriales. C'est qu'en fait, on discute à la fois du projet culturel et artistique. Et donc là, pour le coup, il garde nécessairement une dimension subjective. Par contre, on discute énormément de cette notion très particulière qu'est le service public. Et là, il y a toujours un enjeu qui est assez intéressant, puisque finalement, les visions ne sont pas toujours exactement partagées. Et comme il y a la nécessité dans ces contrats-là de performance économique, le curseur en fait est à placer entre culture savante, divertissement, entre grand public et public spécialisé. Et donc voilà. Et donc en fait, on passe pas mal de temps généralement à placer ce curseur-là, et puis à arriver à un moment à être à peu près d'accord sur un partage, donc un service public qui n'est plus tout à fait aussi, on va dire comment, qui n'est pas tout aussi jusqu'au boutiste, et en même temps un service privé, ou en tout cas une approche privée des choses qui est fortement matinée d'intérêt collectif. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez
d'assez stimulant en tout cas, et en particulier dans la culture, parce que je suis pas sûr que dans tous les autres secteurs, l'eau, l'énergie, on aborde le PPP de la même manière, ou la prison. Je sais pas. Voilà. Et en tout cas, dans la culture, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et après, maintenant, ils se sont visiblement trompés sur le choix du candidat, puisqu'ils ne l'ont pas retenu. Moi, je ne leur en veux pas particulièrement, mais c'est voilà, si j'étais totalement ironique, je me dis que Bouygues et TF1 dans un grand lieu de la culture, c'était pas évident. Oui, c'est très étonnant quand même vu de l'extérieur. En tout cas, on se demande s'il n'y avait pas de possibilité de scinder quand même la construction et l'exploitation. Parce que pourquoi finalement garder les mêmes entités? J'étais taquin je vais répondre parce qu'en plus je suis assez à l'aise sur la question. Puis c'est pas la première fois qu'on me la pose. J'imagine, ni la dernière. Probablement. Ah, il y en a deux là. Pourquoi les avoir choisis? D'abord, quand on se lance dans un PPP et que dans le secteur culturel, déjà, il faut probablement se laver de beaucoup d'a priori. Et faire la part des choses, on s'est évidemment beaucoup interrogé en interne. Le département des Hauts-de-Seine, le contrat de partenariat est souvent utilisé sous une vision assez libérale. Bien qu'aujourd'hui, les collectivités qui en passent le plus sont des collectivités de gauche. Mais du coup, simplement pour redire, le département des Hauts-de-Seine n'en a fait que 2. Il y en a un sur lequel la construction d'un collège, parce qu'on a tenté, c'est pas une grande réussite, je crois. Et ce que nous faisons ici, donc on ne l'a pas fait par idéologie. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste sur probablement se laver des a priori, parce que la deuxième des choses, moi-même, nous sommes pétris de culture publique, on vient probablement tous des mêmes formations, on est spectateurs des mêmes salles, on va voir les mêmes expositions et probablement on se croisera ce soir dans les mêmes vernissages. Si je t'invite, parce que maintenant c'est pas... mais tu m'invites encore. Et moi aussi. Mais en revanche, c'est probablement pas pour nous que nous faisons cela. Et lorsque les acteurs du secteur privé aujourd'hui, et ils sont nombreux, notamment sur des délégations de services publics actuellement, par exemple de Playel, donc effectivement on peut constater aussi la diversité incroyable des acteurs qui sont présents. On voit bien que ce secteur aujourd'hui est probablement en train de commencer à tutoyer, non pas le marché, mais en tout cas une idée du service public. D'abord, l'impulsion. Nous, on est là pour donner l'impulsion. Sans le Conseil général des Hauts-de-Seine, il n'y aurait pas de cité musicale sur l'île Seguin. Enfin, ça, c'est certain. Sans l'État français, sans la ville de Paris et sans la région Île-de-France, il n'y aurait pas de philharmonie de Paris. Mais la construction ou l'exploitation peut être aussi regardée de manière non idéologique en se disant comment est-ce que on peut aborder ça différemment. Et en fait, il y a des leviers sur la démocratisation culturelle, par exemple, sur l'accès à la culture pour tous. Le département des Hauts-de-Seine, il n'a pas simplement envie d'une cité musicale, il est investi sur beaucoup d'autres projets. J'ai aussi en charge la réhabilitation du musée Albert Kahn, la réhabilitation du domaine de Sceaux. On a une politique publique de la culture en direction des publics empêchés dont je n'ai vraiment pas honte et dont je suis même assez fier. On intervient beaucoup à la maison d'arrêt de Nanterre en direction de toutes les personnes en situation de handicap. Enfin, on est dans une politique assez généreuse, mais parce que l'idée du départ, c'est que cette politique qu'on a regroupée sous une marque territoriale qui s'appelle la Vallée de la Culture, elle est d'abord parce que c'est aussi une politique sociale, de se connaître les uns les autres, de connaître sa différence, d'être en capacité de verbaliser au-delà de j'aime pas une œuvre et du coup d'avoir de la curiosité. Enfin, tout ça, c'est évidemment ce que nous faisons au quotidien dans les collèges, dans les maisons de retraite, dans les stations de métro sur le territoire, etc. Donc, malgré tout, ça ne veut pas dire que nous livrons quoi que ce soit. Et pour le coup, au-delà des déclarations d'intention que je fais, regardez ce que nous faisons. La deuxième chose, c'est que effectivement, quand on a vu TF1 et Sodexo, alors Sodexo, moi je savais pas trop ce que c'était. Donc du coup, j'étais un peu. Mais quand j'ai vu TF1, je voyais assez bien TF1. Globalement, on peut tous imaginer, parce que nous sommes culturels, qu'on a tous été abonnés à Télérama à un moment donné, que c'est l'ennemi culturel. Donc quand tout le monde se dit, mon Dieu, c'est terrible. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde au-delà de la chaîne, ce que fait le groupe. En matière de diversification, ce que fait la rédaction d'LCI, ce que font les rédactions également du web
les partenariats qui sont noués, etc., on voit que le groupe manifestement est en une recherche probablement d'autres choses. Et c'est bien là-dessus, c'est ce sur quoi il compte dans la signature de ce contrat de partenariat. Alors après, évidemment, il y a des gages qui sont donnés. Dans les groupements, vous savez, c'est difficile d'écrire a posteriori sans connaître l'objet architectural, ce qui était le cas au départ. Steven peut en parler. Steven, au départ, il a proposé un projet culturel sans connaître du tout le bâtiment, puisque Vinci est venu le chercher. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais à l'époque, il y avait encore 2 architectes. Donc 2 enveloppes. Donc c'est quelque chose de très... c'est très abstrait, en fait, de se dire ce que ça pourrait être. Alors en général, les projets dans ces cas-là propose essentiellement il se gagne un truc incroyable, passé, présent, la musique d'hier et d'aujourd'hui. On travaille beaucoup sur les formes et les formats. Enfin bref, voilà. Mais petit à petit, évidemment, ça s'avance, on propose. Et je veux lui renvoyer le compliment, c'est que dans les 150 heures qu'on a passées avec les candidats, c'est la grosse différence. D'habitude, vous savez, une collectivité publique, elle fait un marché public, elle écrit son besoin, elle envoie, elle reçoit, parfois c'est même anonyme, et puis ensuite elle choisit un prestataire, qui est le mot contemporain d'esclave, et ensuite elle fait tout ce qu'elle peut en dehors de toute logique économique, c'est-à-dire qu'elle ignore toutes les logiques économiques de son prestataire, et elle exploite parce qu'elle a besoin de ce qu'elle a de commandé. Voilà. Et elle tape. Là, on est avec le groupement qui a été choisi et dans la phase de dialogue qu'on a eue, on est associés, et c'est la grosse originalité de notre contrat de partenariat, celle dont je suis le plus fier, c'est que nous sommes associés à la réussite du projet. Bouygues doit livrer un beau bâtiment et doit livrer un bâtiment fonctionnel. Et ce n'est pas que le Conseil général qui le dit, c'est aussi une autre partie de ses actionnaires, donc TF1 et Sodexo qui vont exploiter, parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que ça soit un beau bâtiment, que ça marche bien. Et ce contrat de partenariat, il a tissé une sorte de relation triangulaire de puissance publique et de puissance privée, et au sein de la puissance privée, d'avoir également des gens qui ont intérêt à ce que ça soit bien, probablement plus que Bouygues, Vinci, GCC, enfin tous ceux qui remportent habituellement des contrats de partenariat, Eiffage, beaucoup, qui quand ils livrent une prison sont peu intéressés à ce que la prison fonctionne bien et à ce qu'elle soit pratique, elle soit surtout conforme à la commande. Donc notre contrat de partenariat, il a cette vertu, c'est qu'aujourd'hui dans le travail au quotidien que nous avons avec notre partenaire, très souvent, c'est pas simplement le conseil général, mes équipes ou moi qui disons mais attention, on est en train de dériver sur tel ou tel point, ou attention, prenez du retard. C'est aussi des gens de chez eux qui disent la date de mise à disposition est essentielle, nous commençons à bâtir la première saison, etc. etc. Voilà. Et juste une dernière chose, parce qu'après je suis trop long, redire à quel point, je vais lui renvoyer le compliment, c'est cette espèce d'aventure. Moi, je n'imaginais pas du tout que ce serait aussi chronophage et aussi fantastique. C'est très normé. On est derrière une table, beaucoup moins cosy et avec des luminaires aussi beaux qu'ici, même s'ils bougent. On est en face à face, mais en même temps, on discute avec les équipes avec qui on va se marier pendant 30 ans. Et du coup, on les teste évidemment tout autant sur leur business plan, leur solidité financière, sur le montage extrêmement astucieux, juridique, financier, etc. Mais aussi de ce qu'ils pensent. Et Steven a raison, et c'était particulièrement agréable avec lui, mais aussi avec ceux qui ont emporté. C'est aussi la question du bien commun, en fait, évidemment, qui est discuté là, de ce qu'on a envie de faire ensemble. Et là, public ou privé, c'est peut-être assez ténu parce que c'est une cité musicale quand même. Ça fait rêver. Il y a quand même quelque chose d'assez exaltant, évidemment, à apporter. Et je pense que ces phases de dialogue compétitif étaient probablement plus exaltantes que celles de prison, par exemple, qu'on a connues ni l'un ni l'autre. Voilà. Merci Stéphane pour cette présentation assez complète. On va avancer parce que le temps imparti est assez court et qu'on veut garder une marge de manœuvre pour que vous puissiez tous poser vos questions. Donc nous reviendrons certainement plus tard sur d'autres détails concernant ce projet de la Cité de la Musique.
Steven, pouvez-vous nous présenter un petit peu le principe de la holding, c'est-à-dire la façon dont vous avez souhaité rassembler, fédérer toutes vos participations sous une même structure et les bénéfices, qu'est-ce qui a déterminé vos choix et les bénéfices que vous en tirez? Alors moi je crains que vous soyez un peu déçus par la réponse, parce qu'en fait c'est ma vie d'entrepreneur, elle est quand même très syncopée, faite de rencontres, de hasards, et en gros si aujourd'hui on a tout regroupé dans un groupe ou une holding, c'est parce que le comptable m'a dit que c'était bien plus malin de faire comme ça, quoi. Non mais c'est bon à savoir, donc passons le mot. Non mais c'est c'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu rebondir, mais en fait aussi pour continuer ce que disait Stéphane, parce que j'ai quand même le dire en fait. Bien sûr. C'est vrai que aujourd'hui on est obligé quand même de réinventer des manières de faire et des manières on va dire de gérer ce partenariat ou ce partage entre le public et le privé. Et je suis vraiment d'accord avec Stéphane, c'est que c'est pas aussi en fait, c'est ni noir ni blanc, quoi, en fait. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui sont les salariés ou les fonctionnaires de la puissance publique, et ceux qui sont aussi les salariés, les entrepreneurs de la puissance privée, ils ont quand même fréquenté les mêmes écoles, ils ont effectivement, et pas simplement les mêmes vernissages, mais on est quand même éduqués dans une forme un peu particulière où la culture a de l'importance, l'éducation doit être éclairée, on va à l'école jusqu'à 16 ans. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que de toute façon, on partage quand même un grand nombre de valeurs démocratiques, républicaines. Bon, donc déjà, tout ça, finalement, et moi j'observe, hein, les frontières sont de plus en plus floues. La Gaîté Lyrique est une délégation de service public, donc il a fallu négocier un service public, même si ensuite il y a une forme particulière qui est la délégation. Le Playel, c'est une convention d'occupation du domaine public, mais en fait, on doit, même si on est encore plus en risque que dans une DSP où généralement la collectivité peut prendre 30, 50, 60% des coûts, là pour Playel, ça sera 0. Mais on discute quand même de qu'est-ce qu'on y fait, quelle est la ligne artistique, et voilà, donc je vois bien qu'en fait on est aujourd'hui, moi mon travail n'est que de posture, pas au sens négatif, mais on va dire de calage entre on va dire intérêt et dynamique privée avec intérêt et dynamique publique ou collective, en fait, hein. Et par exemple, la première agence, le troisième pôle, la première société que j'ai créée à partir qui était la tige de la fleur à venir, en fait, on va dire. C'est une agence d'ingénierie culturelle dont plus de la moitié des marchés étaient des réponses à des appels d'offres, enfin des réponses remportées en fait à des appels d'offres publics. Donc où généralement la puissance publique nous demande comment rendre plus efficace telle friche industrielle en espace culturel, comment repenser la politique publique du château de Pau ou du château de Fontainebleau, et donc on est toujours dans ce mix finalement entre public et privé, prestataire. Alors nous pour le coup on n'a jamais été esclaves en fait pour le coup moi, mais c'est oui non mais je sais que mais c'est mais où voilà, on essaye on essaye souvent plutôt de mixer, d'hybrider les modèles, effectivement de ne plus être simplement dans un rapport subvention et mécénat quand il s'agit de culture, mais où la part d'autofinancement est plus importante, de sponsoring, de location, d'intégrer des projets qui sont aujourd'hui issus du financement participatif. Enfin, voilà. En fait, moi je travaille essentiellement à hybrider les choses et les modèles économiques et les modèles de gestion. Alors pourquoi en fait donc j'ai créé le troisième pôle. Finalement c'est une agence qui souvent en fait dit ou disait ce qu'il fallait faire mais ne le faisait pas, puisque en fait ensuite c'était quelqu'un d'autre qui en avait ou la gestion ou ça aboutissait au choix d'un architecte ou au choix d'un opérateur, et finalement au bout d'un moment moi ça m'a un peu frustré, quoi. Donc quand j'ai vu l'annonce dans Télérama, parce qu'effectivement moi j'étais pas abonné mais bon je le lisais mais pour l'appel d'offres pour la délégation service public de la Gaîté Lyrique, on déchirait la page, on la met je le raconte souvent parce que ça c'est mis dans la poche, le pantalon qui est parti à la machine, et puis 5 jours avant c'était un peu, ça ressemblait plus à rien. 5 jours avant, d'accord. 5 jours avant on se dit on va quand même y aller. Je savais pas ce qu'était qu'une délégation de service public, je savais pas ce qu'était que la Gaîté Lyrique, on parlait d'art numérique, mais bon, on s'est lancé, on a créé un texte d'intention qui a visiblement bien plu, puis on a, comme ça, sur un malentendu, on nous a dit tiens, ouais, pourquoi pas. Le premier oral était quand même, c'est très drôle, hein, parce qu'on m'a dit vous êtes là, vous n'avez jamais géré d'équipement culturel, vous êtes jeune,
Et en gros, vous pesez rien, quoi, enfin, financièrement. Bon, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez fait un beau texte d'intention, donc bon, allez, on vous laisse, on vous donne une chance. C'est vrai que vous écrivez bien, donc ça compte dans la vie. On vous donne une chance. Et ben, finalement, on les a pris au mot. Et puis, j'ai bénéficié d'une petite... Voilà, c'est typique moi, je considère avoir été un peu chanceux. L'architecte, enfin, qui avait fait, Manuel Gautran, avait fait un bâtiment pas mal, mais elle avait oublié un petit truc, en fait, c'est qu'il fallait insonoriser la salle de concert. C'est pas rien quand on est une salle de concert. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je la fustige pas là-dedans, c'est juste parce qu'effectivement, on essayait d'avoir une salle de concert qui faisait 1000 places, elle avait essayé de travailler des formes, on va dire, d'insonorisation qui n'ont pas été suffisantes, en tout cas. Donc le chantier a pris 2 ans alors, de retard, ou en tout cas 2 ans d'ajustement. Et nous, en 2 ans, on a continué notre petit bonhomme de chemin, puis on a commencé à grandir, et puis la ville de Paris nous a confié la gestion de la nuit blanche, enfin, et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, finalement, on ne disait plus, bon, déjà, il était un peu moins jeune, puisqu'en fait, il s'était passé quelques années. Déjà, il commençait à peser un peu. Et puis, je pense, et c'est pour ça que tout est basé là-dessus, sur la notion de partage et de partenariat, j'ai commencé à fédérer des acteurs différents, donc le bon administrateur, le bon directeur artistique, et puis aussi la bonne entreprise qui allait maintenir le bâtiment. Donc ce qu'on appelle la maintenance multitechnique, la sécurité, le nettoyage, ainsi de suite. Et, première astuce, transformer la prestation de ce je peux dire, puisque c'est Cofeli, en fait, du groupe Suez, transformer sa prestation en un mécénat de compétences, un mécénat en nature. Et donc tout d'un coup, au lieu d'avoir une facture de $1,2 million pour maintenir ce bâtiment, c'était plus que de 700. Et la différence, on la met sur le projet artistique. Et donc c'est que des petites négociations, ajustements, calages, choses qu'on avait commencé à faire quand on discutait sur la cité musicale. Donc, et la Gaîté, ça n'a pas été simple au début. Je veux dire, c'est un bâtiment qui était assez froid. Nous, on avait du mal à le faire vivre, ainsi de suite. Donc on a tenté des choses, on a reculé, on a avancé. Et puis maintenant ça commence à bien marcher, on arrive à bien comprendre. Et donc là, le détour, je reconnais, un peu long, mais donc en fait j'ai aimé gagner la Gaîté Lyrique, et puis j'ai commencé à aimer, on va dire, être à la stimulation, ou au développement, ou au rachat, ou au développement d'entreprises autres, soit qui existaient, soit qu'on suscitait. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des cinémas, il y a eu des revues, salles de concert. Et l'idée de mutualiser tout ça dans une holding ou un groupe, c'était pas simplement pour des raisons financières ou fiscales, ou d'ailleurs c'est pas encore probant sur cet aspect-là, mais c'était surtout de faire en sorte que tous ces acteurs culturels qui se développaient de manière éparse aient conscience qu'ils appartenaient à un groupe plus large, qui défendait une certaine vision de la culture, dont celle d'un entrepreneuriat éclairé, qu'il y avait la possibilité de mixer des compétences, qu'elles soient techniques, quand c'est de la gestion d'un bâtiment, que ce soit de la communication, que ce soit du graphisme, que ce soit des ressources humaines, voilà. Et que ça permet, en rationalisant l'ensemble, de petit à petit quand même faire des économies d'échelle, et que ces économies d'échelle, puisque nous on les a statutairement inscrites comme ça dans nos statuts, en fait, sont entièrement reportées sur les projets. En gros, on fait un peu comme l'économie sociale et solidaire, sans avoir l'étiquette. On est relativement proche quand même d'ailleurs à certains égards, notamment avec Creatis, justement, où vous avez développé encore plus avant cette notion de mixité et d'interactivité, et donc finalement... Ouais. Alors Creatis, c'est intéressant parce que ça permet aussi de parler de comment la culture et les financements de la culture, parce que où les modèles économiques de la culture sont appréhendés. En fait, en 2010, on avait un projet de fonds d'investissement de capital risque, un projet qui s'appelle Chrysalide, et qui va pas tarder à devenir maintenant, parce que c'est plus facile et qu'on a fait le lobby nécessaire. Mais quand en 2010, on dit... Alors il y avait une petite boutade à se dire, dans le champ de la culture qui était quand même très subventionné, on va utiliser l'acmé de l'outil du capitalisme ou du néolibéralisme, qui était donc le fonds d'investissement. Et là on a rencontré plein de gens qui... Alors les gens, ils ont un nom, c'est les banques, c'est les fonds d'investissement, c'est des business angels, qui nous rigolaient au nez, quoi, qui disaient, mais de toute façon vous êtes des troubadours, vous êtes malgré nos millions de chiffres d'affaires, nos dizaines de salariés et tout, non, vous êtes votre truc là, ça peut pas marcher, allez plutôt
voir des mécènes ou des subventionneurs. On dit mais non, mais ça marche pas comme ça. Nous-mêmes, on est assez peu subventionnés, alors que on l'est dans certains projets. Et donc, à force de trouver porte close ou ricanement, il y a eu, on lui doit, c'est Jean-Louis Missica de la ville de Paris qui nous dit bon, les garçons, là, votre idée elle est pas mal, mais enfin, on voit pas du tout de qui tu parles. C'est qui ces entrepreneurs culturels? Tout nous dit qu'ils sont bons. Moi, je vois que des gauchos qui sentent un peu des pieds, on voit pas qui c'est, quoi. Mais j'ai dit mais c'est pas vrai, c'est des gens qui ont vraiment des logiques économiques. Ok, ils sont souvent mal capitalisés, mal formés. Ils sont là, je donne comme ça quelques pistes de ce que le rapport sur l'entrepreneuriat a pu mettre en évidence. Ils sont 2 ou 3, ils sont évidemment ils trichent un peu parce qu'ils payent pas bien les gens. C'est entre le freelance, au lieu de salarier quelqu'un, il dit ouais, tu deviens auto-entrepreneur, comme ça je te peux te payer quand je peux. Enfin, donc tout ça est un peu bordélique, mais enfin il y a quand même des approches qui acceptent l'idée que la culture peut être aussi un produit, un service rentable et pas simplement, dont la rentabilité n'est pas seulement issue de la puissance publique. Et c'est comme ça qu'en fait on a créé Creatis. C'est-à-dire que moi j'ai jamais eu l'idée de créer un incubateur. Enfin, d'ailleurs c'est que des emmerdes en fait, parce que c'est des gars qui payent pas bien leur loyer, qui expliquent qu'ils ont toujours des problèmes de trésorerie. Enfin ils sont là, ils envoient des mails à te dire une fausse bonne ouais idée, voilà alors. c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire là? Mais écoute, moi j'en sais rien ce que tu dois faire. Enfin je sais pas, bouge-toi quoi. Enfin, et donc mais par contre, ce que ça a fait, ça a fait effet masse, ça fait masse critique. Donc tout d'un coup, et là alors pour 2 raisons. La première, c'est de se dire bon, ok, on va les montrer, et on va les montrer dans un lieu culturel innovant, la Gaîté Lyrique. Donc c'est comme ça qu'on les a installés au dernier étage. Et puis ensuite, on s'est dit, sans penser à mal, puisque je vais les citer, mais ça sert à rien d'aller voir les chambres de commerce, des acteurs, on va dire, publics de la stimulation entrepreneuriale. Il faut que nous-mêmes, entrepreneurs, on soit à leur côté et qu'on leur dise comment faut faire pour faire tel machin, comment faut contourner, comment faut tricher, comment faut pas payer ses charges à tel moment et envoyer un courrier pour dire qu'on va les payer en 3 fois. Enfin, on va donner toutes les clés de comment on bidouille dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est ce que moi je fais. J'ai passé beaucoup de temps à faire. Et c'est vrai que le résultat il est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et il est là. Alors là, on peut faire même aussi on peut en être fier, puisque en 24 mois, on a accueilli plus de 60 boîtes qui sont arrivées avec des chiffres d'affaires de 0. Il y en a 3 qui se sont pris les pieds dans le tapis, puis il y en a une on l'a même laissé faire, puisque ça aboutissait à rien. Mais les autres ont finalement, partis de 0, sont arrivées à cumuler un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Et elles ont, alors diversement, mais levé donc auprès de capitaux risqueurs, et là on les aidait, plus de 3,5 millions d'euros, dont, alors là c'est intéressant, dont la moitié est en dollars, et dont les entreprises se sont cassées du territoire quand même, donc pour bien montrer qu'on n'a pas été capable de les retenir en fait. Donc ils sont partis, ils ont levé 1,5 million de dollars, puis ils sont partis s'installer aux États-Unis, et alors qu'ils avaient réussi à créer 10, 12, 14 emplois en France en fait. Donc là c'est intéressant de voir qu'effectivement on n'a pas su garder ces entreprises parce que les investisseurs n'ont pas été français, et parce qu'il n'y avait pas de fonds d'investissement capables de comprendre que leur modèle économique était judicieux. Et puis, alors la plus grande fierté, c'est les 220 emplois pérennes créés. Et je ne dis pas que c'est grâce à... Enfin, si c'est grâce à Creatis. Au sein de Creatis, oui, au sein de Creatis. Donc, je ne dis pas que ces entrepreneurs n'auraient pas réussi. Mais je pense que ce qu'on a pu faire, c'est accélérer les choses, leur donner confiance, leur permettre effectivement de ne pas faire les erreurs de base, donc de ne pas effectivement quand même oublier de toutes les démarches administratives qu'il faut faire. Et puis, elles ont aussi réussi ensemble parce qu'elles ont réussi à mutualiser parfois, alors il ne faut pas non plus hypertrophier les choses, mais réussi à mutualiser de l'emploi. Donc c'est-à-dire qu'un administrateur est salarié entre 3 boîtes, sans avoir allé jusqu'au groupement d'entreprise. Mais voilà, on a pu... Vous avez appuyé sur le bouton pour faire exprès de la table pour monter. Vous avez un bouton juste à cocher sous vous. Ah bon. Vous l'arrêtez. Ah oui, ça y est. Ça c'est génial ça. Après, Ah d'accord, ouais. Donc, ouais, c'est... Et non, mais je t'en prie. Et donc, en fait, et voilà pour les suivre. Donc, il y a eu ce premier espace Creatis au dernier étage de la Gaîté Lyrique, qui était donc un incubateur. On a ouvert ensuite un espace de coworking pour continuer d'accompagner ces boîtes et ainsi de suite. Et donc, je sais plus ce que je voulais en dire. Sur le fait que, sur la réussite et l'essor des... 220 emplois, voilà, pérennes créés. Et donc ça c'est super. Et là pour le coup on a fait la démonstration physique des choses. C'est d'ailleurs pour ça que tout cet activisme là, je pense,
voilà, en tout cas à générer la demande de Filippetti et Pellerin. Et d'ailleurs c'est intéressant, enfin juste comme ça, de voir que c'est l'une après l'autre, hein, puisque Aurélie Filippetti en fait avait sur le rapport avait voyait l'intérêt, mais était plutôt comme dans un modèle, enfin plutôt dans une chose qui est que les entrepreneurs culturels sont une partie des acteurs culturels, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut les développer. Alors qu'il y a quelque chose de plus paradigmatique chez Fleur Pellerin, qui est peut-être de se dire qu'il y a dans l'entrepreneuriat culturel, par contre, une clé de lecture plus large qui pourrait, on va dire, innerver l'ensemble de la pensée qui aujourd'hui qui mute auprès dans toutes les institutions culturelles, qui est de dire d'aller vers des modèles plus entrepreneuriaux, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner les grands axes du rapport et nous dire aussi, parce que je sais qu'il a déjà été suivi de juin, finalement c'est déjà loin, ou en tout cas il s'est déjà passé pas mal de choses. Les vacances déjà, même. Alors le rapport, il a donc j'ai été interrogé plein d'entrepreneurs culturels, et il a une particularité, c'est qu'il a une approche de l'entrepreneuriat qui est caricaturale, puisqu'en fait elle ne s'intéresse qu'aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Je sais qu'il y a des approches entrepreneuriales qui ne sont pas nécessairement, on va dire, immatriculées, qui peuvent être dans des groupements d'entreprises, au sein d'associations, au sein de scope aussi, qu'on fait ça, c'est quand même de statut privé. Mais on a choisi ces définitions-là parce qu'en fait, c'était aussi plus facile pour aboutir à des recommandations aisées à mettre en œuvre. Une d'entre elles, par exemple, de ces recommandations, c'est d'imaginer un fonds d'investissement justement de capital risque. Pour pouvoir investir, il faut avoir du capital. Et c'est plus difficile d'investir de manière capitalistique dans une association. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a abordé l'entrepreneuriat d'une manière transversale et non sectorielle. Donc on ne s'est pas intéressé à l'entreprise musicale, l'entreprise audiovisuelle. On a essayé de voir ce qui faisait, on va dire, problématique commune entre tous ces entrepreneurs-là. Et donc on a vu qu'ils étaient, comme on l'a dit, mal gaulés sur le plan capitalistique, mal formés, isolés, un peu quand même, un peu joyeux neuneux quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs que leur projet culturel est génial qu'en fait qu'ils en oublient quand même que pour qu'il marche, il va falloir quand même qu'il touche du public, qu'il trouve le bon pricing pour l'abonnement. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à ajuster. Et que le truc le plus compliqué en fait, c'est que ils se retrouvaient comme moi j'avais été à mon époque en fait, face à des instructeurs de dossiers, face à des banquiers, face à des opérateurs économiques qui ne comprennent pas bien en fait ce qu'on leur raconte, qui ne comprennent pas les logiques d'actifs immatériels, et qui renvoient donc systématiquement la culture à une spirale anti-économique. Et donc c'est essentiellement ça d'ailleurs que le rapport veut faire, c'est un peu faire chier le monde sur le fait qu'on peut penser les choses un peu autrement en fait. C'est pour ça que ce rapport n'est pas révolutionnaire. Il dit simplement... Il y a quand même des propositions très concrètes. Oui, mais quand je dis elles ne sont pas révolutionnaires, c'est qu'en fait elles existent pour d'autres. Elles existent pour toutes les entreprises du numérique qui peuvent faire la démonstration qu'elles sont innovantes. Nous, il a fallu montrer que les entreprises culturelles étaient innovantes. Innovantes en usage, innovantes en principe, innovantes en process, et pas simplement en algorithme ou en savoir-faire technologique. Ensuite, elles étaient un peu mises de côté, même si, mais dans tout le champ de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas de raison. Mettez la culture, parce que c'est un bien commun, que ça permet des externalités positives autour du tourisme, de la gestion du patrimoine, de l'éducation, et qu'à ce titre-là, elle a de fait une responsabilité sociale qui lui permet d'intégrer le critère d'utilité sociale, qui permet de définir ce qu'est une entreprise économique et sociale. Quand on arrive à faire ça, ça veut dire aussi qu'on peut toucher et bénéficier des dispositifs qui existent pour le soutien de cette économie-là. Ensuite, il y avait une petite chose qui a fait débat, mais c'est pour ça que je l'ai un peu ramolli dans la rédaction de mon rapport en mettant tout sur la base du volontariat, mais c'est-à-dire, en gros, il y a pas mal d'entreprises, il y a pas mal d'activités économiques de la culture qui sont plutôt gérées par des associations plutôt que par des entreprises, et que finalement on finit par créer une dichotomie, comment on va dire, plutôt une concurrence quasiment déloyale. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus d'associations dans le champ culturel qui font de la prestation, des études, de l'organisation d'événements et choses comme ça, mais qui ont la possibilité de travailler avec des bénévoles
ce qu'une entreprise ne peut pas faire. Et donc, on finit par avoir un dysfonctionnement ou un déséquilibre économique, sachant que moi, je considère que le bénévolat ne vaut que pour un intérêt collectif et militant, mais pas comme une force de travail gratuite. Donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça, et d'ailleurs, nous utilisons très très peu de stagiaires. Ouais, c'est vraiment un truc, parce que finalement, on préfère fidéliser, et donc on en prend très peu, et généralement, on finit par les embaucher, quoi. Enfin, pour montrer que, en fait, quand on traite économiquement sérieusement des personnes et des gens, en fait, on obtient énormément de quoi. Ensuite, il y a évidemment je l'ai dit à peu près 10 fois, donc la question de créer un fonds d'investissement. Et comme c'est un fonds d'investissement qui est inédit, on demande que la BPI le garantisse ou s'implique fortement pour en faire une bonne pratique. Une fois qu'on aura fait à nouveau la démonstration qu'un fonds d'investissement d'amorçage marche, on ne doute pas qu'un certain nombre d'opérateurs plus privés... C'est déjà enclenché ce projet au sein du ministère ? Alors, ce ne sera pas le ministère. Donc nous, on est encore à la manœuvre sur ce projet. Il y a de très grandes chances que le véhicule financier soit géré par le comptoir de l'innovation, qui est un fonds d'investissement dédié à l'économie sociale et solidaire, et que essentiellement aussi abondé d'opérateurs privés, enfin d'entrepreneurs privés, ou de mécènes qu'on aura transformés en investisseurs. Et puis on espère, parce que justement on garde quand même ce goût pour le partenariat public-privé, pas au sens du PPP immobilier, mais qu'il y ait aussi, pourquoi pas, la région Île-de-France dans le tour de table. On ambitionne un fonds d'investissement entre 15 et 20 millions d'euros, et que la BPI vienne abonder dedans à hauteur entre 1 tiers et 2 tiers, et qu'elle puisse garantir, puisqu'en fait elle fonctionne aussi comme ça, en garantie de ceux qui investissent. Et ensuite, il y a une recommandation forte sur la question de la clusterisation de la culture. On s'aperçoit que culture, aménagement du territoire, c'est assez important, que la transformation du millefeuille administratif français vers une régionalisation nous convient bien comme échelle. Et donc, on suggère fortement, là, cette fois, la puissance publique, dont moi, je reconnais, en fait, son rôle très important, on pourrait dire, si on va le dire tout de suite, comme ça, c'est fait. Mais on a beaucoup parlé du poids économique de la culture, du PIB, ainsi de suite. On a parlé de 50, 60 milliards. Mais en fait, on a toujours oublié, et pourtant, les deux rapports le disent, mais sans les 15 milliards d'euros de la puissance publique, en fait, je veux dire, les 60 milliards, ils n'existeraient même pas, en fait. Donc, bien montrer que la puissance publique, finalement, a une responsabilité très importante. Par contre, elle ne doit pas tout contrôler derrière. C'est qu'elle crée les conditions pour que les choses adviennent. Et que dans la manière dont les choses adviennent, c'est là où il faut continuer de négocier le service public, le bien commun, l'intérêt collectif. Mais qu'ensuite, il faut laisser les opérateurs faire, quoi. Enfin, et être efficaces et ainsi de suite. Donc c'était juste une petite aparté pour dire l'importance du lien entre culture et territoire. Et qu'on suggère à la puissance publique de créer les conditions de clusters, de pépinières, d'incubateurs, d'accélérateurs dans les régions. Alors ça existe, il y a le quartier de la création à Nantes, il y a Cadeau et Dynamo à Marseille, il y a les activistes de Nuit Sonore et Artifarti qui sont en train de construire des trucs assez intéressants à Lyon. Enfin, voilà. Donc, et ensuite, on a des recommandations beaucoup plus simples, comme ça, moi j'en termine, qui sont plutôt de la posture, de la communication, de la visibilité. Donc c'est rendre ces entrepreneurs culturels visibles. Donc le ministère va initier maintenant chaque année un grand forum de 5 jours sur l'entrepreneuriat culturel qui va se décliner à Paris et en région. Va mettre quelques moyens pour développer un site internet qui existe déjà qui s'appelle entreprendre-culture.fr. Et puis, et puis moi je suggère effectivement que les entrepreneurs se regroupent soit en association, soit dans une représentation au sein du MEDEF, la CGPME ou de... Voilà, quand même, des endroits comme ça. Il faut. Très bien. Merci beaucoup, Steven. Paul Dujardin, c'est à vous. Qui dort, là. Enfin, il n'en peut plus. Vous n'en pouvez plus. Ce long exposé sur les spécificités de la culture française. Pouvez-vous nous présenter ce vaste projet que vous défendez depuis plus de 10 ans maintenant? Peut-être je voudrais d'abord réagir. Je crois qu'on en a fatigué quelques-uns tous les deux, en tout cas. Paul, on compte sur toi pour... C'est pas sympa, ça. Peut-être d'abord réagir sur tout ce que j'ai entendu. Je pense que le partenariat privé-public dont mes collègues ont parlé,
Je pense globalement, d'abord, le Palais Beaux-Arts est un projet qui a été créé de cette façon-là déjà il y a 100 ans. C'était 350 millions d'euros qui ont été rassemblés par des citoyens au moment que le BNP belge était encore en certaines compétitions, était même presque égal à la France comme deuxième économie mondiale. En 100 ans, la situation a un peu changé. C'est pour ça que je pense qu'on est du solidaire. C'est peut-être un des éléments de coopération et que l'Union européenne a son sens aujourd'hui. Même si on parle du macroéconomique régional, on parle du macro-européen et de l'euro, de la collaboration. Alors je pense que c'est intéressant l'idée de partenariat privé-public pour rajouter un élément à ça et de parler de mon expérience et d'en avoir fait un séminaire avec 500 architectes et banquiers cette semaine au Palais Beaux-Arts, parce que c'est un lieu de culture, mais aussi parallèlement un lieu de réflexion. Alors, pour ceux-là qui sont intéressés, on pourra vous remettre tous les documents nécessaires de ce débat et tous les avantages et les aspects néfastes des PPP. On a mis autour de la table des exemples américains, canadiens, européens. Je pense qu'il était intéressant d'avoir entendu, de tout ce que j'ai entendu, de refaire un peu la synthèse là, c'est que, et de la coopération, c'est l'élément que vous disiez avant qu'on a commencé, la responsabilité de l'État envers des initiatives, où l'État, dans le passé, prenait tout en main, était responsable de la totalité. Elle avait l'idée et elle produisait, elle était aussi responsable input-output économique. Je pense que j'entends ici de leur expérience que la France est au début d'un projet qui sera différent demain. Si Moscovici fait son travail, la France devra faire des efforts différents qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Elle le fait aussi pour la Belgique. Non, il le fera. Alors, je pense que n'importe quelle situation qu'on sera, où j'entends que l'idée de l'incentive est fondamentale dans le soutien public, sachant bien qu'aujourd'hui, on est à près de 535 milliards d'euros pour le secteur et près de 7 millions d'emplois aujourd'hui en Europe. Pour l'Europe. Alors c'est quand même un élément important et sachant bien ce que j'ai entendu, les incubateurs, c'est quand même principalement des petites sociétés, c'est pas Vivendi. Alors c'est important de mettre ça bien au Bertelsmann qui est le numéro 1 européen. Je pense que les gens sur la table, 3 hommes, principalement une femme, je suis venu avec une femme, un avant-projet qui est sciences politiques, allemande, française. C'est le projet européen, le Palais, c'est une équipe très européenne et qui regarde des modèles un peu partout. Un projet, une analyse intéressante pour vous, Français, et de parler d'un Belge qui regarde les choses d'une façon européenne depuis Bruxelles, c'est certainement le rapport du patron du Art Council of England, qui est 80% des budgets qui sont dépensés en Angleterre, parce que c'est la concentration de la plupart des projets culturels. Et ils ont l'expérience depuis 35 ans de réduction budgétaire. C'est intéressant. Et alors, comme la France fait toujours des hôtels de police, contrairement à un commissariat de police en Allemagne, le GDP, ou le produit national brut, est toujours le double. Et c'est-à-dire que même si vous êtes dans une alliance franco-allemande encore pour la culture, c'est les deux pays au niveau de l'Alliance française du Goethe Institut qui font encore des accords, contrairement au British Council, qui est le plus grand animateur d'abord de langue, mais aussi de culture. Il n'y a plus d'aide publique pour faire l'activité culturelle en Europe. Le British Council est dans une situation où elle doit être bénéficiaire par l'activité économique pour être un acteur culturel. Alors aujourd'hui, le modèle anglo-saxon est peut-être pas pour nous sur le continent le meilleur modèle, mais c'est en tout cas, je pense, un modèle intéressant pour nous de le regarder, pour l'Europe, pour voir ce qu'ils ont fait en 35 ans et comment ils ont régénéré. Quand on parle de vous, quand je regarde Birmingham, c'est Simon Rattle, le chef, vous vous rappelez, avec ses cheveux un peu, qui est le Barenboim d'aujourd'hui à Berlin. Mais il a été le premier à faire une régénération de ville. Pour moi, quand j'étais étudiant, j'ai 50 ans, quand j'étais étudiant des années 70, début 80, c'était un modèle, Simon Rattle, dans une ville sinistrée,
Et c'est d'abord un musicien qui a régénéré. Alors je pense qu'on doit regarder les choses d'une façon assez holistique. Ça a été dit, je dis ça dans d'autres mots. Comment on est en train de regarder la ville et la société. Et je pense qu'on sait très bien qu'au niveau mondial, les villes sont les générateurs. Il y a un fameux sociologue qui vient de publier un livre que vous devez inviter qui dit les maires d'aujourd'hui seront les présidents de demain, comme Madame Mogherini, première femme qui 42 ans dans la Commission européenne qui doit mener la politique soft power aussi. C'est une des choses très importantes que l'Europe, comme la France, continue à avoir son impact sur le monde, parce que 22 milliards d'exports de produits culturels et de luxe LVMH dans l'espace qu'on est vers la Chine, 22 milliards dans e-commerce, 22 milliards au-delà du tourisme. C'est-à-dire on a encore un poids dans l'innovation, la créativité d'un côté, et de l'autre côté, l'art, le core business de l'opéra. Hein, ce soir, je fais une conférence avec un économiste qui dit on ne doit plus donner de l'argent à l'opéra. C'est le professeur à la School of Economics, professeur de Grauer, il dit fondamentalement l'opéra ne doit plus avoir d'argent aujourd'hui, il faut investir. C'est vrai que la monnaie, l'opéra de la monnaie, qui a été élu meilleur opéra européen, il y a 300 ans, c'était un homme d'affaires, un Pinault, un Arnaud, qui est venu à Bruxelles et qui a créé un opéra qui était un business privé. Alors c'est la question, quels sont le type de business qu'on veut avoir, mais je reviens alors dans la société que je gère aujourd'hui, qui est une société anonyme. Il y a 2 actionnaires, il y a une augmentation de capital qui a été faite de 25 millions encore l'année passée. Vous pouvez regarder notre bilan à la Banque nationale belge. Aujourd'hui, on génère globalement, on peut dire, on va vers les 50 millions. On a commencé avec 3,5 millions. Et la vérité derrière le projet, c'est qu'on a, et ça c'est l'élément que j'entends de la table, 250 partenaires. Je travaille avec l'argent des autres. Comme on n'avait pas d'argent et qu'on était pauvre, il n'y avait pas d'argent public. La ville de Bruxelles ne donne rien, la communauté nous donne 144 000 euros, et on est parti de rien. Et on n'a pas reçu d'argent. Et on est dans une situation bien plus différente, mais on travaille avec l'argent public indirectement. Et naturellement, la concurrence déloyale, elle est très importante, puisqu'en Belgique encore, principalement, 60, 70, 80%, elle est publique en structure culturelle. Sachant bien que c'est l'inverse et qu'on est déconsolidé. On a plus de recettes que de l'aide publique, mais on a, et ça c'est un très important projet, c'est que chacun doit regarder ses projets dans sa communauté. Quels sont les assets? Et dans cette urban regeneration dans laquelle on est, et dans cette approche holistique, on a autant de responsabilités vers la sécurité sociale. C'est-à-dire demain, le coût de la sécurité sociale et l'enseignement, comme vous l'avez dit, les routes. Je pense qu'aujourd'hui, un PPS d'une route est très important. Une autoroute qui passe à travers des communes, c'est très important. Des PPS d'autoroute est très importante parce que tout le monde va y participer. C'est une approche notamment très anglo-saxonne et très citoyenne. Et on doit de nouveau apprendre, après une révolution française, un système quand même assez centralisant qu'est la France, comment la communauté, avec les gens qui sont autour de la table, on participe dans un débat commun, autant pour faire une autoroute, comme vous l'avez dit, la mobilité, autant dans des projets d'hôpitaux. Je pense que demain, qu'on peut avoir un impact très important sur le coût de la sécurité sociale qui, si par le lobby, les autres lobbies bien plus forts que nous, font que chaque médicament, chaque machine va devoir encore faire mieux, encore mieux, et les coûts sont infinis. Alors là, il y a un élément, jusque la transversalité dont on a parlé, très interdisciplinaire, horizontale, c'est que j'ai même présidé la construction de nouvelles prisons en Belgique. Alors, qu'un palais des Beaux-Arts, ou moi-même, je peux gérer ou présider le concept d'une prison demain, eh bien, effectivement, on est allé aussi loin que l'élément de sécurité sera totalement différent dans les prisons demain. Et on est construit. C'est le plus grand investissement à Bruxelles, c'est une prison de 500 millions d'euros. On était partenaire et j'ai présidé et j'avais la responsabilité de 50% des points qui étaient l'élément culturel de la prison, c'est-à-dire le bâtiment, l'aspect de la vie dans la prison et tous ces éléments-là. Alors on peut aller très loin là-dedans, sachant bien qu'on a aujourd'hui une prison
anglo-saxonne est cotée en bourse et elle doit faire du bénéfice. Alors le but est naturellement de faire un autre type de prison encore en Europe que la prison de type américain. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans cet élément de souscription, je pense qu'on devra arriver encore plus, pour les gens autour de la table ici, dans l'élément de responsabilité à chacun. Le Palais Beaux-Arts est fait par les citoyens. Et je pense que c'est important qu'au-delà des volontaires, j'entends dire volontariat, on doit régénérer. Je pense que c'est très important d'avoir les volontaires, non pas envers, et certainement la France a une situation extraordinaire. Vous êtes un modèle, et je dirais souvent dans mes conférences, je ne serai jamais Paris, ni Londres, ni la City, l'arrogance de la banque et des banquiers auxquels arriver dans les questions d'éthique et des risques et responsabilités. Aujourd'hui, Paris a un atout extraordinaire, ce qu'on n'a pas avec Bruxelles, qui est vue comme une ville de bureaucratie. C'est une petite ville, c'est 1 million d'habitants, où on est arrivé à générer une communauté dans un quartier impossible. Venez voir le quartier où on a le Palais Beaux-Arts. C'est un quartier après 10 heures, il n'y a rien. On est l'animateur. Mais à côté de nous, il y a la plus grande banque belge qui fait le meilleur bénéfice de la 2e banque européenne qu'est la BNP Paribas. Et son bénéfice est géré en Belgique. Malheureusement, on l'a vendu. Mais elle va être démolie. On va faire un projet entre une banque qui est un projet, je dirais, de software, mais finalement une banque est aussi des hommes et des femmes. Et on est allé très loin dans ce qui est du monde financier. Et on est en train de voir comment un master plan de réintégrer un lieu d'art avec une banque. Ça, c'est le nouveau projet de quartier. La banque va être totalement démolie, pour ceux-là qui connaissent Bruxelles. C'est aussi un projet de 500 millions d'euros. Et un bâtiment a une valeur ajoutée s'il y a une salle de conseil, salle de conférences pour rencontrer le personnel, etc. Et on est dans un endroit assez intéressant parce qu'on est entre la gare centrale et le quartier européen. Alors pour nous aussi, le quartier européen et le projet européen est fondamental dans cette réflexion culturelle aujourd'hui parce que le gouvernement européen, avec un Juncker qui n'est pas le plus charismatique des présidents, je pense qu'il fallait trouver des nouvelles alliances et je pense que la France peut jouer un rôle très important si elle accepte de regarder l'avenir avec ses atouts formidables. Pour moi personnellement, de pouvoir travailler avec des projets ici en France, c'est fondamental. Mais il y a l'élément de dépasser le monde, je dirais, politique, purement politique, dans le bon et mauvais sens du terme. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est une entreprise avec, on était une centaine de personnes, on est 450 personnes aujourd'hui. On fait des alliances avec l'Opéra La Monnaie. On espère que les deux structures vont rester indépendantes, mais qu'ils peuvent fusionner vers 1 millier de collaborateurs, 100 millions de chiffre d'affaires, et d'avoir plus de 50% de recettes propres, mais aussi d'avoir un débat sur le tax shift, les impôts, tout ça. On doit aussi avoir une vision vers le politique, et je pense qu'il y a un analphabétisme autant du monde politique de notre métier que de notre métier vers le politique. Quand je parle et je rassemble mes collègues européens des grandes salles de spectacle comme Southbank, Barbican, je les réunis, je sens très fort quand on parle de relations partenaires privés-publics avec le public, immédiatement, si vous nous enlevez des subsides, c'est l'apocalypse, c'est la fin. Et on doit accepter de retourner totalement, ce que j'entends de votre part, le débat de l'argent public, parce qu'on a chaque génération une nouvelle génération de personnes en face de nous qui n'ont pas d'expérience. On doit créer, et tous les gens ici de la table, c'est trouver des nouveaux arguments pourquoi on donne de l'argent public à un projet culturel. Et ça a l'air tout à fait évident. Je pense que tout homme politique en est conscient qu'il faut... Mais il ne sait même plus pourquoi. Il sait que c'est important de le faire, mais il ne sait pas pour quelle raison. Et ça, c'est l'argumentation, quand je parle d'holistique, d'avoir jusqu'à l'aspect social. Et si on peut reconnecter avec l'homme politique, l'homme ou femme politique, je pense qu'on a un avenir à réaliser. Et c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail sans prétention de créer des ponts, de parler avec... et c'est pour ça que l'équipe au Palais, on a des directions par discipline.
Mais on a aussi créé des directeurs géopolitiques horizontales qui travaillent d'une façon, pas sur le programme art, mais sur le problème de la cité, de la migration, de la ville. Et sur l'aspect de la migration, on a 28 millions d'Européens qui viennent d'Afrique. Il y a toute la problématique de migration, comment on la traite de questions d'éthique. Et alors, il y a toute la cellule dans laquelle Anna Vondracek est membre, c'est la politique européenne. On est la seule structure aujourd'hui où on a une dizaine de collaborateurs qui suivent la politique européenne pour voir quelles sont les grandes tendances du côté de la plus grande entité démocratique qui est le Parlement sur les problématiques aujourd'hui de la gestion. Et je pense que c'est important qu'on apporte, nous, les culturels, si on veut avoir un vrai débat sur les impôts et pas seulement limité au cinéma, l'exception culturelle du cinéma. Moi, je ne suis pas d'accord. On doit faire des nouvelles alliances avec les États-Unis, contrairement à ce qui se passe en Asie. On doit sortir de la loi tout bon pour avoir une nouvelle vision sur la culture de demain, parce qu'autrement, il faut faire des nouvelles alliances sur le support, sur la technologie, sur le digital. Et je pense que le gouvernement, la commission Juncker, je parle de gouvernement parce qu'elle est plus politique, le digital est au premier, très haut au niveau de l'agenda. Et je pense que c'est à ce niveau-là très important que nos sociétés, si on défend la valeur de base démocratique, républicaine, comme je l'ai entendu, d'élargissement, parce que le palais est parti de ça. Vous imaginez en 1914, après la Première Guerre mondiale, la démolition, la destruction, on fait un palais des Beaux-Arts à 350 millions d'euros dans une ville d'1 million d'habitants. C'était visionnaire. Et c'est l'anti-Bilbao, parce qu'il est dans une montagne. On ne le voit même pas. Et l'aspect monumental du bâtiment, il est à l'intérieur. Et le hall du palais des Beaux-Arts est plus petit qu'un appartement à Paris. Alors, tout est pour le projet culturel. Chaque mètre carré est optimalisé pour le projet culturel. C'est-à-dire qu'on était dans une réflexion très économique quand on a fait ce projet il y a 100 ans, et je pense que dans ce sens-là, c'est important de repenser ce qu'on a fait il y a 100 ans, que le projet est très politique, ce qu'on fait. Il est en même temps très économique, mais en même temps, le triangle d'une démocratie, pour ne pas retomber dans une dictature, c'est ce que la France, dans ses valeurs, de l'enseignement, de l'éducation et de la culture est fondamentale. Mais je pense qu'on a une valeur, une responsabilité à jouer, nous les acteurs culturels, comme certains l'ont fait de temps en temps dans des cartes blanches, comme Pierre Boulez a défendu le Centre Pompidou, la salle de concert qui va s'ouvrir. Le nombre d'articles que j'ai vus en 40 ans que Boulez a dû faire chaque 5 ans dans le monde pour la gauche ou la droite en espérant qu'on allait voir. J'espère que la salle va s'ouvrir en janvier. Pierre Boulez n'est pas mort. Moi, je pensais vraiment qu'il allait ne plus être là quand la salle de concert allait s'ouvrir. Et je pense que c'est formidable. Notamment, mes collègues dans mes réunions se plaignent énorme de ces 3 nouvelles salles de concert de Radio France et la vôtre. Alors, mais je pense que c'est vrai, en attendant, il n'y a jamais trop peu. Ça, c'est clair. Si maintenant les moyens seront diminués, parce que construire des châteaux au 18e, c'était très cher, vous avez une grande expérience en France avec ça, mais l'entretien des jardins est plus cher que les châteaux. Et c'est clair que le budget que je dépense chaque année est aussi important que la construction de ma salle. Hein, c'est chaque année quand même 50 millions d'euros dans lequel on est. Et alors, je vois ici qu'on est dans un espace intéressant, l'espace Vuitton. Quelle sera notre nouvelle relation avec des projets de musées privés? Je donne toujours un bel exemple quand je vais à Venise, quand je vais avec ma Carticom dans l'académie qui est formidable, mais un peu désuète, à 10 000 livres, 20 francs belges, 5 francs français ou 50 centimes, 1 euro ou 2-3 euros. Après, on va chez Peggy Guggenheim, qui est une grande tradition, on est à 10 euros. Et quand on va chez Pinault, sans Cardicom, on paye 25 euros. Moi, j'ai 4 enfants, je sais ce que coûte la culture. Si on veut cette démocratisation, il faudra continuer à avoir ce débat d'éthique, comment financer la culture, et avoir l'accès à la culture, et avoir ce nouveau partenariat privé-public entre le privé et le public dans la gestion, en gardant le contenu. Et je pense que les grands investisseurs, il y a de l'argent. C'est ce que Juncker doit faire. J'espère que ce ne sera pas seulement pour les autoroutes. J'espère que les fonds structurels régionaux iront aussi à des grands projets culturels. L'argent est là, elle doit être dépensée, l'argent dort.
Et alors, notamment là, il y a à nouveau le débat anglo-saxon, allemand et français pour l'infrastructure culturelle. Mais c'est important aussi que ces 7 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur se font entendre dans le monde politique pour qu'on fera aussi dans l'ère Juncker des grands investissements dans des partenaires privés publics. Parce que l'argent que l'Europe veut mettre en place, c'est pour prendre des capitals à risque. Et les grands projets culturels devraient être aussi un élément entre les grands... comme le grand emprunt que la France a fait sur les universités. Un endettement pour l'avenir, pour les prochaines générations, ce qui est aussi important pour le monde culturel en tant que tel. Et en Belgique, on n'a pas autant de facilité, certainement parce qu'on n'est ni dans la communauté flamande, ni parce que c'est un pays fédéral, comme vous le savez, où la culture est une dépendance des communautés. Et on n'est ni l'un ni l'autre, mais on essaye d'entrer dans un monde global, parce que ça c'est aussi un élément très important pour nous tous. On vit dans un monde très globalisé et nos opportunités ne sont pas seulement à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Europe, mais aussi hors dehors de l'Europe. Et l'Europe, pour moi, c'est certainement un point important. Ce n'est pas les 28 pays, l'Eurozone, c'est le Conseil de l'Europe. N'oublions pas que le Conseil de l'Europe, il y a 60 ans, qui a fait sa convention sur la culture, c'est aussi la Russie, c'est aussi la Turquie, c'est aussi tous ces autres pays qui sont d'une grande valeur cosmopolitaine. Pour moi, le musée le plus cosmopolitain, c'est l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors, nous prenons garde que l'Europe et sa diversité culturelle, qui est une force, et que le monde extérieur de l'Europe nous regarde avec beaucoup d'intérêt. Le monde, les Chinois, l'Amérique, continuent à regarder la référence européenne. On a là un rôle à jouer important qui peuvent être économiquement d'un très grand intérêt. Quand la France fait ses accords France-Russie ou d'autres, il faut continuer à jouer ce rôle et je pense que l'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, doit jouer des rôles macroéconomiques et elle doit déléguer plus local pour comprendre les problèmes locaux. C'est comme dans le foot, on doit jouer bien localement pour jouer européen ou international et c'est, je dirais, notre responsabilité commune. Pour moi, une salle dans la périphérie, elle est aussi importante que la salle PL dans le centre. Comme Pistolet dit, dans son concept de l'arte povera et dans son projet qu'il avait mis au Louvre là, il y a quelques mois, sur la renaissance de la culture, je dirais, le centre est aussi dans la périphérie. Alors, pensons que l'Europe, partout, que Gdansk, dans lequel vient M. Tusk, jusque tous ces autres projets, je pense que quelque part, il n'y a pas pour moi Paris, Londres, c'est aussi les villes de province, les villes régionaux, le nouveau musée Soulage. Simplement, on doit diversifier avec l'élément tourisme, économie, tout le reste, l'économie sociale qui est là-dedans. Je pense que je ne peux qu'apporter ça. Je peux que vous inviter de venir nous voir à Bruxelles, de vous envoyer tous les futurs collègues dans ce secteur. En tout cas, c'est un secteur où on ne paye pas si mal que ça, où on a une satisfaction de travail pas mal, c'est aussi important, globalement c'est une économie, je dis, la satisfaction est ailleurs que simplement l'argent. C'est quand même important de le savoir aussi quand on parle d'emploi. Et tout à l'heure je l'ai entendu, on est quand même, nous depuis la crise de 2008 on continue à engager. C'est pas évident vers mon président, mon conseil d'administration, mais chaque année, on essaye de continuer et de ne pas occuper. Je trouve que Avignon, qui décide pour l'aspect de garder l'emploi, de diminuer son festival, je trouve que ce n'est pas la bonne direction. Pour donner qu'un exemple de ce que j'entends, de ce qui se passe en France, si on est en train de réduire les subsides, j'espère que des projets que j'entends de la table sont moteurs de développement, mais pas de retourner sur soi et de dire, parce que qui est le plus grand dupe de la situation à Avignon? Ce sera la OFF, c'est toute l'économie parallèle qui ne pouvait pas faire la grève, des intermittents, et je dirais le public, et toute l'économie qui est autour. Pour en terminer ici. Merci Paul Dujardin. On va maintenant laisser la parole au public parce que le temps a passé vite et il ne nous reste que 10 minutes. J'imagine que vous avez de nombreuses questions. Ils sont morts. Dis donc, Anéantis devant cette... on a faim. Moi, je veux bien commencer. Bonjour. Bonjour. Je
dirigeais un établissement public culturel en banlieue parisienne. J'avais une question par rapport au partenariat public-privé, parce qu'on a bien senti qu'effectivement, la question qui se posait était entre les intérêts économiques du privé et le maintien d'un service public. Vous avez dit que vous aviez discuté longuement, 150 heures, avec vos futurs partenaires. Il y a un cahier des charges, j'imagine. Comment s'exerce pendant 27 ans le suivi et le contrôle justement du maintien du service public? Comment il peut se faire, sachant que souvent c'est dans la partie maintenance que les difficultés se rencontrent avec le privé? D'abord, il y a un contrat qui est assez détaillé et qui ne prévoit pas tout, mais qui prévoit les cas que nous n'avons pas prévus, ou autrement dit, les mécanismes quand on n'a pas pensé à quelque chose, quand on a signé, comment est-ce qu'on se réunit et comment est-ce qu'on le règle. Ensuite, sur la partie d'exploitation artistique à proprement parler, la durée du contrat a des clauses dites de revoyure beaucoup plus courtes, qui sont à peu près adossées d'ailleurs à un mandat, par exemple, de directeur d'établissement public. C'est au bout de 8 ans, moins les 3 années d'exploitation, enfin, moins les 3 années de construction, pardon, ça veut dire que 5 ans après l'ouverture, on fera un bilan de ce qui s'est joué, de ce qui s'est entendu, et de quel type de boutiques se sont ouvertes, puisque j'ai parlé de commerce, de l'image qui est donnée, et de voir si on est encore dans la ligne qui avait été définie. Ensuite, également regarder les intérêts économiques des uns et des autres. Donc sur ce temps-là, parce que c'est inédit, du coup évidemment on a un peu regardé sur de manière à préserver les intérêts des uns et des autres. Les 3 groupements d'ailleurs nous l'avaient, je me aussi toi, mais les 3 groupements nous l'avaient demandé en disant c'est très inédit sur cette partie d'exploitation artistique, et franchement si on prend le bouillon et qu'on ne sait pas s'en sortir avant 27 ans, comment est-ce qu'on fait, quoi. Donc évidemment on a adapté cette partie-là. Et puis après, simplement pour peut-être moduler ce que vous venez de dire, enfin, bien sûr, on préserve les intérêts des uns et des autres, et c'est très important, et notamment entre public et privé. Mais ce que je crois, d'ailleurs, on essaye de faire passer ici tous les 3, c'est que très franchement, la frontière, elle est assez ténue. Il y a une responsabilité publique, sociétale de l'entrepreneuriat. Il y a une responsabilité économique de la puissance publique. Du coup, ce qu'on fait, c'est on essaye évidemment les uns les autres de ne pas se faire avoir, mais d'être fiers les uns les autres de ce qui va sortir. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a aussi une dimension très aventureuse, en fait. Hein. Enfin, je sais de l'entrepreneuriat. Voilà, donc n'oublions pas que ce que nous faisons ensemble est plus important que l'outil que ce que nous avons signé ensemble pour pouvoir le faire. Voilà, vous m'avez interrogé lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette rencontre, où je m'excuse d'avoir fait bouger la table. C'est génial. Non, mais c'est surtout c'est spirituel. En disant, mais quand même, le contrat de partenariat, c'est très décrié, etc., etc. C'est vrai, comme tous les outils. Je veux dire, le Code des marchés publics, il est né en Europe et en France. Pourquoi? Pour répondre en fait à des abus de confiance. Et je veux dire, c'est une réglementation qui a été mise en place pour pouvoir corriger et pour pouvoir infléchir des choses, pour pouvoir aussi ouvrir à d'autres, etc. Je crois vraiment que ça dépend de pourquoi on le fait. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, notre démarche, elle est, je crois, elle est d'avoir un équipement culturel que nous n'aurions pas fait sans. Merci Stéphane. Avez-vous d'autres questions? Moi, je Richard. Oui, j'ai peut-être une question plus à Steven. C'est sur peut-être. C'est sur la question au niveau de toutes les activités culturelles. Il y en a des activités qui rapportent plus que d'autres, des activités qui sont plus génératrices de profit que d'autres. C'est vrai que Bartoli. Voilà, par exemple, effectivement, dans une programmation, si vous prenez une compagnie locale qui va vous présenter un Brecht ou un auteur contemporain, on sait très bien qu'au niveau du rapport... Je peux vous donner un exemple. Oui. En Flandre, il y a 200 centres culturels subventionnés, payés tout par l'État. Et aujourd'hui, on voit un vrai problème, c'est que comme les communes donnent moins, la seule façon, ils veulent voir des chiffres,
c'est les stand-up comedians qui remplissent partout. Et tout ce qui est contemporain, les petits IRCAM, les petits ensembles intervenants ne sont plus invités. Ça, c'est un problème d'éthique. Et comment gérer ça? Même en Belgique, pour l'instant, on est en train de regarder de quelle façon les communes, etc., peuvent retrouver la responsabilité entre un bâtiment public, quelqu'un qui doit animer, quelle est sa responsabilité. Mais en tout cas, ce problème de votre question, excusez-moi directement, c'est un débat pour l'instant. On voit vraiment les affiches et on se rend compte qu'il y a un vrai problème entre ce qui se rapporte et le risque à prendre pour faire de la création. Mais est-ce que justement la holding, c'est pas une manière aussi de soutenir le cinéma de quartier, la compagnie théâtrale, avec des activités qui seraient plus lucratives et qui permettent à un moment donné de rééquilibrer un peu les comptes? Ou est-ce qu'il faut passer par la trappe des choses qui ne seraient pas du tout, qui ne seront pas à court ou moyen terme source de profit? Il y a plusieurs choses en fait. Le truc c'est que en fait, les entreprises, que ce soit des associations, des entreprises, c'est toujours managé par des hommes ou des femmes et que c'est leur intérêt et leur morale qui compte. Je suis, à titre personnel, pas intéressé par l'argent. On est 180 salariés, je suis payé le plus cher, c'est juste 5 fois plus que celui qui touche le moins. Donc, c'est facile à calculer puisqu'en France c'est le SMIC. Donc je veux dire, c'est pas les trucs qui m'intéressent et qui me passionnent. Moi j'aime bien effectivement développer des projets, arriver à l'équilibre, développer de l'emploi. Mais parce que j'y trouve une fierté, ça me construit, je suis même je suis même très fier de le raconter là. Enfin je veux dire donc après la question de la rentabilité, la rentabilité elle ne vaut que si elle me permet de faire des projets. Donc, et c'est complètement différent de chercher la rentabilité que de chercher le profit pour mon enrichissement. Parce que là, effectivement, je ne ferai pas tout à fait les mêmes choses. Ensuite, j'essaye de tout faire de manière équilibrée. J'essaye pas de me dire, là, je vais gagner du pognon et ça va permettre de compenser là où j'en gagne pas. Donc, j'essaye à tous les endroits d'être le plus proche de l'équilibre. Et puis, donc voilà, il n'y a pas de recette, c'est des administrateurs ensemble qui disent bon, on va faire ça, non, on va pas pouvoir embaucher là tout de suite, on va attendre un peu, on va faire. C'est que des micro-décisions qui permettent que les choses s'agencent. Ensuite, ce qui a toujours marché, en tout cas pour moi, c'est d'aller toujours jusqu'au bout du projet, par contre, et de ne pas céder à la facilité. L'exemple de la Gaîté Lyrique était un exemple. En fait, au début, on a douté de la qualité de notre programmation. On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est abscon, on comprend pas. Et plutôt que de se dire, en fait, elle est pas bonne, on s'est dit, en fait, qu'on en parlait mal. Et donc, on a changé la manière de faire. Et puis, aujourd'hui, on est passé de... La première année, c'était 160 000 spectateurs. La deuxième, c'était près de 200. Et là, on est à 340 000 spectateurs. Et on n'a pas changé grandement les choses. On a ajusté plein de petites choses. La convivialité, on a arrêté de faire des hot dogs à la carotte, on a fait des hot dogs à la saucisse. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des choses pas compliquées, quoi. Enfin, voilà. Et je pense à un autre cas qui est assez étonnant, aidant en fait la salle de cinéma, le Saint-André-des-Arts, qui est compliqué. On a par contre observé un truc très particulier dans la programmation. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui est géré par Dobrila Diamantis et qui avait à cœur de pouvoir montrer des films qui n'avaient pas de distributeur. Et en fait, ce sont les séances qui font le plus de spectateurs. Pour deux raisons. La première, c'est que la rareté a toujours fait l'intérêt. Donc, en gros, quand un film, et il y en a un paquet qui ne vaut pas le coup, mais quand même, quand il vaut le coup, tout d'un coup, on chronique le film et on dit « Ah ouais, et puis il est qu'au Saint-André-des-Arts. » Donc déjà, voilà. Puis la deuxième chose, et c'est le même système que le crowdfunding, c'est qu'en fait, quand un film est diffusé dans une seule salle en France, je veux dire que les acteurs, le réalisateur, le producteur, il dit à toute la terre entière venez voir mon film là, et au lieu d'avoir 10 personnes dans la salle, ou 7, ou 3, et on en a 18, 25, jusqu'à 30. Donc ce que je veux dire, c'est quand on va jusqu'au bout du projet, donc là c'est d'aller contre, on devrait dire si seulement on pouvait avoir Mommy de Nolan, et si seulement on pouvait avoir The Artist, même, enfin, en fait non, il faut juste prendre le film que personne n'a voulu, mais parce qu'on alors des fois c'est pour de bonnes raisons, mais quand c'est pour de mauvaises raisons, là c'est un timbal, c'est ça que voilà, donc il faut toujours aller jusqu'au bout. Et puis moi j'ai raté des trucs, par exemple la revue Mouvement, belle revue sur le spectacle vivant et tout, mais qui a complètement
on vendait moins de 1000 exemplaires. On perdait 10 000 euros par numéro. Bon, il y a un moment, c'était plus possible. En fait, je veux dire, donc on est même au tribunal pour se dire, est-ce que vous ne pouvez pas se mettre en sauvegarde le temps de pouvoir faire la transformation numérique de trucs. Au tribunal du commerce, vous dites, non mais les gars, vous êtes en faillite, en fait, depuis 2 ans, quoi. Donc on a quand même cru. Et là, pour le coup... Les mouvements ont disparu, finalement. Mais ça va revenir, là, il va ressortir. Il ressort en décembre. Mais c'est... Mais non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a... Enfin, je leur souhaite de réussir, mais il faut tout repenser, quoi. Il faut tout repenser à qui ça s'adresse, de quoi on parle, et ainsi de suite. Donc, et on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à convaincre de la manière dont il fallait changer le modèle. Enfin, j'avais un truc un peu différent en tête. C'est pas marché, c'est pas grave. À la fin, on a salarié à temps le rédacteur en chef pour qu'il ne soit pas complètement à la rue après. On s'est débrouillé, puis voilà. Puis, mais à la fin, on a presque payé tout le monde. On sauf un imprimeur qu'on a planté, mais on lui a donné... alors là, c'est là où, via les agences, on lui a dit, on va te filer le marché de tel truc, et puis on va compenser. C'est que de la négo permanente, en fait. Hein. C'est du rafistolage, tout le temps. Enfin, tout le temps. Mais ça n'y a pas de... Alors je pense que c'est pas du tout les problématiques des grands groupes dont je pense qu'effectivement LVMH doit avoir une... Non, en tout cas par rapport à cette problématique-là, on assiste en ce moment à un gros problème au niveau des petites salles dans les petites villes de banlieue, par exemple, où des salles sont en train de tomber, d'arrêter, parce qu'au niveau politique et économique, on stoppe des activités qui sont pérennes depuis des décennies, et la crise arrivant et la décomplexification d'un certain nombre d'élus fait qu'un certain nombre de salles tombent au nom d'une programmation qui serait élitiste, alors c'est toujours la rage et le chien, et puis sur effectivement des réalités économiques. Et au niveau des réponses qu'on a à trouver, la référence à derrière, des références qu'on a à trouver, c'est extrêmement difficile. Parce que est-ce que c'est viable une salle de spectacle rapidement je vais peut-être juste répondre sur vous allez dire quelque chose sur la décomplexification, et c'est quelque chose que moi j'entends beaucoup. Alors d'abord je pense que je me retrouve tout à fait dans ce que vous avez dit tout à l'heure. On a une responsabilité collective de pas simplement de parler de politique publique de la culture, etc., mais effectivement de l'incarner, d'en parler autour de nous, etc. On le voit, je pense, nous tous on a des amis qui se posent des questions sur le système de l'intermittence du spectacle, voire même peut-être soi-même. Et il faut, de mon point de vue, réexpliquer bien d'où ça vient. 47, Jeanne Laurent, la décentralisation culturelle. On est à un moment un peu particulier aujourd'hui en France. Vous avez raison, il y a des projets qui meurent, il y en a d'autres qui naissent aussi. Faire attention de ne pas être dans une mesure extrêmement conservatrice, me semble-t-il. Il faut traiter les situations, il faut regarder. Je pense que vous faites allusion à Bretigny, à d'autres, au projet Xavier Crossi, qui va probablement être nommé à Marseille, qui s'arrête au Forum du Blanc-Ménil. Il faut faire attention de ne pas véhiculer soi-même une image de fort conservatisme là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses qui bougent beaucoup, mais aujourd'hui, et que clairement, on est dans un moment où il y a moins d'argent. Enfin, concrètement, il y a moins d'argent. Et c'est vrai que la puissance publique aujourd'hui ne peut plus tout. Je veux juste te dire un truc, il faut que, impérativement, nous tous, on se retrouve. Faites l'exercice, vous le faites, j'imagine, parce que beaucoup d'entre vous pouvez peut-être être étudiants, enfin, vous devez l'être. Il faut faire l'exercice aussi de se dire mais pourquoi la puissance publique doit être présente à côté des projets culturels et artistiques. D'ailleurs, dans le mot valise culture, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'il faut être bien précis de quoi on parle. Et je veux juste vous raconter une anecdote, ça prend 2 secondes. Je me suis retrouvé il y a quelques jours devant un maire. Il me dit mais il faut diminuer beaucoup une subvention d'un théâtre qui est un gros théâtre national qui se trouve à l'ouest de Paris, et qui me dit et je lui dis mais non, mais leur travail est pas, enfin, voilà, artistiquement on peut pas émettre d'avis, c'est pas ça, mais et il me dit mais pourquoi, et il a fait l'exercice, vous savez, assez enfantin du pourquoi en fait on doit aider, pourquoi on doit fausser les choses justement du secteur marchand. Pourquoi ça ne doit pas être cher? Pourquoi ça ne doit pas s'ouvrir au plus grand nombre? Pourquoi la communication est complètement assez mystérieuse? Pourquoi Et faites cet exercice sur n'importe quel projet autour de vous, vous allez voir, c'est très riche parce que au final, c'est pourquoi on est tous là en fait. Mais c'est important de le redire et d'être à nouveau, de mon point de vue, en tout cas, moi je le suis militant là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas une variable d'ajustement. Merci Stéphane. Paul Dujardin, juste le mot de la fin parce que... Je n'ai pas le mot de la fin, mais je voudrais savoir où je suis arrivé
que vous êtes présenté, mais je me pose la question, qui est ce monsieur et les gens autour, et qu'est-ce que vous allez faire de cette matière? Ça m'intrigue quand même de savoir. Je suis venu à Paris, je ne sais pas qui est autour de la table. Et qui bouge. Vous exagérez, monsieur Dujardin. C'est l'association des anciens du master de Dauphine, qui s'appelle Dauphine Culture, du master de management des entreprises culturelles. Ils ont déjà tous un contrat alors. Alors ils ont... alors ça, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a à peu près toutes les générations représentées, et on est en collaboration, et on les remercie beaucoup avec l'espace Louis Vuitton sur ces rencontres professionnelles, donc représentées par Marie-Ange Boulonguet et par Gilles Morgan, ici présents. Donc vous êtes avec des, a priori, managers d'entreprises culturelles. Je veux savoir qui était l'homme qui est... Je suis le président actuel de l'association. Vous savez qui c'est professeur Non, je suis directeur d'une structure culturelle en banlieue parisienne aussi. Et c'est dur. Et pas parce que c'est en banlieue. En fait, c'est pas une structure privée. Et qui travaille déjà dans le secteur? Déjà, qui a un boulot là? Mais plus haut. Vous êtes déjà tous dans le secteur. Formidable. Félicitations. Et c'est pas la première fois qu'on travaille sur ces questions de... Si vous avez encore des questions, vous pouvez les envoyer. En tout cas, moi je veux bien. C'est paul.dujardin@beaux-arts.be. Mais en tout cas, moi j'avais préparé un petit document. J'ai pas de problème. Je vais l'envoyer au président. Il peut l'envoyer à toutes les personnes ici à la table. C'est... Au moins, vous avez une synthèse, tout ce que j'ai pas dit. Au moins, vous pouvez... J'ai une question, est-ce que vous embauchez? On embauche, absolument. Regardez sur notre site, on embauche absolument. Oui, on embauche absolument. Je pense qu'on embauche tous, en fait. Hein. Moi, j'embauche quasiment 10 personnes par an. Hein. Donc, on a 3500 personnes qui sollicitent chez nous. 3500. Personnes qui sollicitent et c'est ça. Comment est-ce qu'on y arrive? Il y a sur les 450 personnes, on a comme dans une société privée globalement saine, on a un mouvement entre 17 et 18% qui bouge. C'est-à-dire qu'on engage, il y a un roulement parce que pour des raisons aussi que les gens bougent, jeunes et qui vont ailleurs. Tous les ans, on a une centaine de personnes qui rentrent. On les récupère, nous, quand ils ont été un petit peu... quand ils sont un peu plus qualifiés. Ils sont morts, oui, mais c'est une des choses que... C'est malheureusement, le branding fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et alors veulent travailler plus proche de leur domicile régional. Après avoir acheté une maison, un emprunt, risque, tout ça. Ça a l'air meilleur dans des structures plus petites parce qu'on devient directeur technique. Dans une petite structure culturelle, chez nous, on n'est qu'un collaborateur. C'est vrai que c'est une des raisons importantes que les gens quittent notre structure, d'abord Beaux-Arts et après les autres, mais c'est bien, on a beaucoup d'ambassadeurs ailleurs. Merci beaucoup. Merci.